En 2022, l'économie de la République démocratique du Congo a réalisé une croissance économique de 8,5% contre de prévisions de 6,5%. Pour cette année 2023, cette croissance est projetée à 8%. Par ailleurs, les réserves de change ont connu une légère baisse de 1,49% et se situe actuellement à 4,23 milliards de dollars américains, alors que la monnaie nationale, le franc congolais, ne cesse de baisser face au dollar américain, qui coûte extrêmement cher sur le marché. Mais avec cette situation, peut-on considérer que l'économie congolaise est stable? Mais comment aussi rendre l'économie congolaise plus performante? Mesdames et messieurs, c'est autour de ces différentes questions que nous allons vous présenter cette émission, et pour en parler et pour répondre à ces différentes questions, j'ai le réel honneur de recevoir un chroniqueur économique et politique et un consultant international. Il s'agit de M. Hubert Mpunga. Bonjour et bienvenue à l'invité de l'Écho. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Monsieur Hubert Mpunga, malgré une légère inflation observée au cours du premier trimestre de l'année 2023, l'économie congolaise demeure résiliente et stable en dépit de contre-coups induits par les effets de la guerre en Ukraine, de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et de l'inflation au niveau mondial. Avec tous ces effets, est-ce que l'économie congolaise peut être résiliente et demeurer stable? Je crois que le Congolais, comme la superstructure de la société congolaise, ne doit pas s'effrayer. Vous avez parlé de la résilience de l'économie congolaise. L'économie congolaise est en train de vivre une dynamique que nous n'avons pas connu avant. La reprise. Nous sommes une économie en pleine reprise. Il y a eu d'abord des effets exogènes et endogènes. La guerre en Ukraine n'a épargné aucun pays dans le monde. Nous n'aurons peut-être pas pu le sentir si nous prenons ne fût-ce que le blé. Le blé est consommé dans toutes les dimensions possibles dans notre pays. Savez-vous qu'il y a une augmentation de plus de 700% de la consommation des pâtes spaghetti, macaroni et toutes ces autres pâtes? Et ceci s'est ajouté au pain qui est l'aliment le plus consommé dans tous les ménages congolais. Or, le grand pourvoyeur du monde, c'était l'Ukraine. Alors, c'est ce vide que nous avons connu dans cette crise-là a eu de l'impact qui traîne jusqu'à présent dans certaines économies. Mais le dynamisme de l'économie congolaise que nous connaissons maintenant fait que nous n'ayons pas senti effectivement, comme les autres économies, cet impact-là. Mais qu'est-ce qui explique cette résilience de la République démocratique du Congo? Puisque dans d'autres sociétés, dans d'autres pays du monde, on a senti que ça dérangeait, ça bougeait un peu l'économie. Nous nous sommes reprochés de trop importer et exporter très peu. Effectivement, les secteurs de l'importation, surtout du côté alimentaire et du secteur du bâtiment, on les vend en poupe maintenant. Le côté alimentaire, regardez sur notre marché, la diversification et la modernisation, si je peux me permettre les termes, sinon l'externalisation du panier de la ménagère. Nous avons le vin qui est entré amplement, presque au risque de déclasser nos bières locales. Vous voyez, toutes ces choses-là ont fait que il y a même des Congolais qui sont devenus des grands importateurs. Parce que le secteur des exportations, notre économie, c'était une économie monosectorielle. Avec les mines nous étions dans les mines. Et ceci a fait que notre chaîne de la valeur était mince à cause du monosecteur, et puis courte. Nous exportions les minéraux plutôt que
que les produits miniers. Et c'est ce qui a fait que nous exportions la valeur ajoutée, nous importions le chômage des autres. Nous importions les chômages des autres, mais la République démocratique du Congo exporte peu, mais importe trop. Est-ce qu'avec cette politique, la RDC peut rendre son économie stable? Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, si vous suivez de très près la conjugaison des efforts du pouvoir actuel et l'industrialisation de l'économie, donc l'amélioration de la chaîne de la valeur. Quand on parle de l'amélioration de la chaîne de la valeur, c'est de prolonger la transformation de produits jusqu'à arriver le plus loin possible, Oui. jusqu'aux matières semi-finies. Et puis la diversification, donc grossir un peu notre chaîne de la valeur. Elle était trop maigre. Donc la diversification économique et l'amélioration de la chaîne de la valeur. Et c'est là. Le coût ne peut pas compter pour le moment. Bien sûr, l'industrialisation c'est un investissement à long terme. Les gens peuvent être patients. Se rabattre directement sur le panier de la ménagère, c'est avoir une vision à court terme. Mais se rabattre du panier de la ménagère, c'est avoir une vision à court terme. Mais on dit toujours que la croissance économique est fonction la croissance économique d'une nation est toujours fonction du degré des investissements atteints. Pas d'investissement, pas de croissance, ça semble être le postulat sine qua non. Écoutez, quand nous parlons des investissements, ceci nous l'avons constaté même au sein de notre technostructure. Il y en a beaucoup, quand on parle des investissements, ils ne voient que les industries, ils voient des entreprises de grande envergure, tout ça. Non, l'investissement, quand on en parle, ce sont les dépenses en capital. Donc, l'industrialisation s'accompagne des infrastructures de base. Les infrastructures de base dans l'économie, parlons des infrastructures routières, infrastructures industrielles, infrastructures portuaires, infrastructures ferroviaires et toutes les infrastructures de base sur le plan social. Ces choses doivent aller ensemble. Si vous prenez la liste des préoccupations actuelles du gouvernement, regardez, il n'y a aucun coin du pays où il n'y a pas un projet d'infrastructure en exécution. Il y a dans tous les secteurs de l'économie. Mais on reproche toujours à la RDC de ne pas mettre suffisamment de moyens pour produire et aussi investir dans les secteurs même de l'industrie. Effectivement, c'était par le passé. Maintenant, les efforts, la RDC a encaissé, a accepté ces reproches-là et elle a pris des résolutions pour s'améliorer. La RDC a pris... Oui, parmi les difficultés identifiées, c'était la malgouvernance financière et économique du pays. Avec l'instrument d'assainissement de la gestion publique que le nouveau pouvoir a mis en œuvre, l'inspection générale des finances et la Cour des comptes, elle a revitalisé tous ces instruments de contrôle et d'assainissement du secteur public. Il y a un fort changement. Il y a un fort changement, mais depuis quelques semaines, le dollar américain coûte de plus en plus cher sur le marché parallèle. Il faut environ 2300 francs congolais pour $1 américain. Pourquoi cette soudaine dégradation dans un pays où les gens épargnent en dollars américains? Je vais donner une explication à deux niveaux. Le premier niveau est l'engagement des dépenses en capital et dans les domaines des infrastructures par le gouvernement. Le gouvernement s'est orienté sensiblement dans ces secteurs-là. Il y a beaucoup d'argent qui va de ce côté, et puis la programmation militaire.
nous ne pouvons pas laisser passer ça comme ça. Et c'est plus qu'auparavant. Ce qu'il y a comme équipement et amélioration de notre armée, ça prend beaucoup d'argent aussi. Il y a en deuxième lieu la politique d'assainissement des finances publiques s'accompagne, si nous prenons la fonction publique par exemple, après le dégraissement du personnel, ils se sont mis directement à la mécanisation et le paiement des arriérés, des salaires des personnes effectivement au travail. Et comment est-ce que ceci se fait? Avec ces arriérés, on touche au côté le plus sensible du panier de la ménagère. Dès qu'on paye les salaires, automatiquement, d'abord, tout le monde se jette. Si ce sont des arriérés, ils pensent à l'épargne. L'épargne, c'est quoi? C'est précipiter sur le marché de change pour convertir le salaire en devises. Parce que le gouvernement congolais ne paye pas en devises, il paye en francs congolais. Et avec cela, il y a la sensibilité du côté du panier de la ménagère. Le paiement des salaires des militaires comme des policiers et des fonctionnaires de l'État a l'impact direct sur le panier de la ménagère. Nous avons les loyers qui regardent, qui bougent, et le panier de la ménagère qui s'agite aussi. C'est ainsi que nous avons l'impression que les dollars s'enflamment et le franc congolais est en souffrance parce qu'il y a cette forte pression de la demande de francs qui s'exerce sur le marché. Et sur le plan international maintenant, vous savez qu'il y a eu une crise pareille à la crise financière que le monde a connue en 2008. En 2008-2009. Il y a eu cette crise en Chine, il y a 2 ans et demi. Mais comme le système financier chinois n'est pas aussi intégré et mature comme le système occidental, ça a été résorbé à l'intérieur de la Chine même. Mais il y a eu un impact sur l'économie chinoise. Et ceci avec la Covid aussi. Et cela a diminué tout l'effet d'absorption qui faisait nos exportations de la part de la Chine. Ceci a eu aussi un très fort impact. Ainsi, nous avons peu exporté et nous avons réalisé très peu de recettes. Ainsi, l'offre de devises sur le marché avait diminué. Un autre effet que j'ai observé dans mes études, et nous connaissons un phénomène bizarre dans ce pays que j'ai appelé, que je me permets d'appeler, le siphonnage monétaire de devises. C'est quoi les siphonnages monétaires de devises? Tout ce qu'il y a comme communauté asiatique dans ce pays, ils sont en train d'inonder les grandes surfaces, les supermarchés et tout. Ils bradent les devises plus que les bureaux d'échange agréés, même plus que certaines banques dans ce pays. Est-ce que vous les rencontrez dans les banques? À Pana, il y a le commerce illicite des matières précieuses à l'est du pays. Ils exportent frauduleusement de produits et ils ne rapatrient pas les devises, ils ne rapatrient pas les recettes. Ils rapatrient juste un petit rien pour acheter encore des produits et faire sortir. Vous voyez un peu ce qui écrase notre capacité d'offre de devises sur le marché. Mais y a-t-il moyen d'ériger de garde-fous face à cette situation? Les moyens sont en cours. Les moyens sont en cours. Mais nous étions crevés à l'est du pays. Vous êtes en train de suivre tout ce qui s'est fait. Oui.
Et le fait qu'on a serré tout simplement avec la décision de placer l'Est du pays sous administration militaire, vous avez senti le feu qui s'est allumé dans les pays voisins. Et c'est par là que nous vivions ce siphonnage-là. Et c'est par là que nous vivons ces siphonnages-là. Mais puisque vous parlez de siphonnage monétaire, mais quelles sont aujourd'hui en fait d'autres raisons qui expliquent que le secteur commercial informel s'approvisionne en dollars sur le marché parallèle et non à la Banque centrale? Ok, là tu viens d'aborder une question de la bancarisation de notre économie. Oui. Notre parc bancaire est presque désertique. On a connu une forte désertification depuis les années 80, au point où nous sommes arrivés à un niveau où la classe moyenne congolaise, zaïroise, congolaise enfin, était étouffée. Il n'y avait que des banques étrangères qui opéraient sur la place sur notre espace économique et qui avaient comme système de financer l'ethnicité dans la politique financière. C'est international. C'est international. Les Belges n'allaient qu'à la belgolaise, les Américains à la Citibank. Quand les communautés asiatiques ont commencé, c'était Robank, c'était France Bank pour les Libanais, ainsi de suite. Et cela a fait qu'ils ne pouvaient donner du crédit qu'à leurs compatriotes qui étaient opérateurs économiques ici. Moi-même, j'ai été responsable du département de crédit de l'une de ces banques-là. Je connais comment ils travaillaient. Et tout était complexe. Pour obtenir du crédit, vous devez présenter des sûretés, des garanties. Ce sont vraiment de banques de développement ou de banques commerciales qui viennent chercher... Ça, c'était des banques commerciales, pas des banques de développement. Il y a une très grande différence entre les deux. C'était des banques commerciales. Et avec ça, pour obtenir du crédit, il fallait avoir une caution internationale donnée par une banque étrangère. Quel est cet opérateur économique moyen congolais qui pouvait obtenir une garantie, d'abord une caution subsidiaire d'une banque étrangère pour obtenir un crédit économique sur le marché congolais? Donc ceci a créé beaucoup de problèmes. Et il y a un autre aspect. Nous avons la fonction traditionnelle de la banque, c'est l'intermédiation commerciale et l'intermédiation financière. Chez nous, il n'y a que l'intermédiation commerciale qui est développée. Il n'y a pas d'intermédiation financière. Donc, nous n'avons pas de banque de capitaux. Je vais parler là des marchés de capitaux, de la bourse, alors que nous avons beaucoup de pays, même tout autour de nous ici, qui ont des banques de bourses. Des bourses, oui. Mais avec le fait de manquer, est-ce que ça constitue un frein à la croissance économique, au développement économique du pays? Oui, parce que le marché des capitaux dispose des capitaux libres que l'on peut mettre à la disposition des investisseurs qui ont des projets à la recherche des financements. La crise de 2008 à New York, et dont l'onde de choc a atteint le monde, c'était qu'il y a eu beaucoup d'argent sur l'espace virtuel, sur le marché des capitaux, au point où, au lieu de prendre de l'argent sur le marché des capitaux pour injecter dans l'économie réelle, ils ont commencé à prendre du crédit dans l'économie réelle pour investir sur le marché des capitaux et commencer à tourner sur le marché des capitaux. À un certain moment, ils ont asséché l'espace de l'économie réelle, l'économie des biens et services, pour étouffer presque le marché des capitaux. À un certain moment, il s'est retrouvé noyé. Voilà ce qu'il y a.
Le marché des capitaux, c'est pour financer l'économie réelle où il y a des projets d'investissement à la quête des moyens de financement. Mais pensez-vous que l'industrialisation et la création de valeurs, de chaînes de valeur, est donc le seul espoir à moyen terme pour limiter les fluctuations du taux d'échange sur le marché? Il doit s'étaler. Il y a des interventions à court terme, les interventions à court terme qui doivent préparer les interventions à long terme, lesquelles interventions à long terme doivent enfin faire aboutir les interventions à long terme. Parce qu'un port, par exemple, comme le port en eau profonde de Banana, c'est qu'il nécessite comme investissement et travaux, tout ça. C'est du moyen terme, quelque chose entre 3 et 5 ans. Et cela, c'est pourquoi? Pour enfin que le chenal de Banana jusqu'à Kinshasa est entré jusqu'à l'intérieur du pays. Entendons par là les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures portuaires aussi. Donc, il n'y a que l'amélioration de la chaîne de la valeur. L'amélioration de la chaîne de la valeur, je vais l'étaler un peu. Allez-y. À notre chaîne de la valeur, j'ai parlé de la minceur et de petite taille. Le bois partait de la forêt de Mayombe ou bien de l'Équateur. Des grumes avec écorce traversaient Kinshasa jusqu'à Matadi et puis dans les bateaux, ils partaient. La seule valeur ajoutée, c'était le bûcheron. Le bûcheron dans la forêt, là. Partout ici, c'était rien. Mais quand on pense maintenant à l'industrie du bois, non pas à l'exploitation du bois, l'industrie du bois. Nous sommes encore à l'exploitation du bois. L'exploitation et l'exportation. À l'industrie du bois, c'est-à-dire peut-être de l'Équateur, Kinshasa ne recevra que des planches. Des planches qui peuvent être utilisées dans l'ébénisterie, dans la menuiserie et dans la construction et dans la fabrication de tout ce mobilier que nous avons. Vous voyez un peu ce qu'on aura créé comme emploi, le nombre d'étapes de valeur qu'on aura ajoutées. Et quand nous allons exporter les produits finis, nous allons réaliser beaucoup plus de recettes que si on exportait des grumes. Il en est de même pour tous les minéraux. Plutôt que sortir du Katanga, tous ces tracts, tous ces remorques que vous voyez avec les sacs et des sacs de minéraux, mais ce sont, si nous sortons des plateformes, des palettes, des tôles de cuivre, des palettes de produits en cuivre fini, des rouleaux, des fils de cuivre que nous exportons, dans cette chaîne-là, on aura fait travailler combien de gens? On aura fait travailler plusieurs gens et je pense qu'avec ça, on aura amélioré la croissance économique du pays. Mais hier, les réserves d'échange s'est situé à 1 milliard de dollars américains. Donc c'est pour, mais aujourd'hui, c'est à 4,23 milliards de dollars américains. Donc c'est pour dire que l'État congolais est plus riche qu'avant. Mais comment établir le lien entre les performances économiques annoncées et la situation du vécu quotidien de Congolais aujourd'hui? Les réserves d'échange ne sont pas destinées à travailler directement sur le panier de la ménagère, mais c'est sur le circuit. Tous les opérateurs qui exportent ou qui importent doivent provisionner leurs comptes au niveau de la Banque centrale. Pour les importateurs, ils achètent les devises auprès de la Banque centrale. Pour les exportateurs et pour les exportateurs, les rapatriements de leurs devises, il y a une partie. Vous entendez souvent parler du secteur minier
qui doivent rétrocéder une partie de leurs revenus à la Banque centrale. Oui. Effectivement, c'est pour alimenter les réserves de change. Et maintenant, nous avons atteint, si je prends par 3 par milliard, nous avons atteint, je crois, quelque chose plus de 7 mois, ou bien 8 mois. Oui. Alors qu'avant, nous tournions autour de quelques semaines. De quelques semaines, 3 à 4 semaines. Je devais parler de plus de 12 semaines. 12 semaines. Ah, ok, pour le 4 milliards. Oui. Plus de 12 semaines. Nous avons suffisamment une bonne couverture. Vous voyez même que le gouvernement se permet de réaliser le programme militaire. On le finance sans beaucoup de tracasseries. Et on ne peut pas prétendre que les quelques plaintes qu'on entend de gauche à droite peuvent perturber le tout. Mais d'après certains analystes économiques, la guerre à l'est de la RDC a déséquilibré les échanges de biens et services. Je reviens moi-même du front. Qu'est-ce que vous avez... Je viens de passer un mois entier. Qu'est-ce que vous avez vécu là-bas? Une existence qui n'a d'existence que les termes existence. Donc, quelque chose qui ressemble à la vie. Et ayant reçu le don que le président leur a envoyé, ils l'ont couvert de toutes les bénédictions possibles, tous les remerciements, mais ils ont demandé qu'il les retourne dans leur milieu d'origine. J'ai fait 3 semaines à la recherche d'un sourire dans le camp des réfugiés. Je n'en ai pas obtenu. C'est la tristesse. J'ai vu même le bétail qu'ils ont déplacé. Même des enfants tristes. Et dans tout cela, il y a des opérateurs économiques dont le sang là arrose les champs opérationnels. Le sang qui est déversé abondamment à l'est arrose les champs opérationnels des opérateurs économiques et de ceux qui financent cette guerre-là. Donc c'est quelque chose d'autre qui peut constituer 1 ou 2 émissions entières. Mais effectivement déséquilibré. Oui. Et nous avons même l'impact ici à Kinshasa. Vous vous imaginez dans les territoires de Rutshuru comme de Masisi, et Nyiragongo, sont des territoires outrageusement fertiles. Et tous ces gens qui sont déplacés de leur village, qui sont chassés de leur village, ne savent plus produire sur le plan agricole. Même ceux qui sont restés ne savent plus accéder dans toute sécurité aux champs. Et ceci a l'impact sur l'offre des produits agricoles sur le marché. Oui. Impact négatif sur le panier de la ménagère. La guerre a produit un impact négatif sur le marché. Donc on constate même qu'il y a flambé de prix de produits de première nécessité, de produits alimentaires et des autres types de produits. Mais que faire pour sauver la RDC de cette inflation qui ne cesse de grimper? Nous avons partiellement identifié les mots qui sont à la base, les identifier, voir ce qui peuvent être résolus économiquement, identifier ce qui peuvent être résolus financièrement, ce qui peuvent l'être militairement et ce qui peuvent l'être avec la diplomatie. C'est là la solution. Parce qu'on a identifié beaucoup de causes. Cette cause est plurisectorielle. Et l'acteur n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. L'acteur n'est pas seulement sous-régional, il est régional. L'acteur n'est pas seulement régional, il est international. Voilà. Voilà.
puisque nous parlons dans cette émission de la stabilité de l'économie congolaise, comment maintenir cette stabilité? Ça sera la dernière question de cette émission. Cette stabilité, nous regardons, nous avons des opérateurs internes, donc les nationaux, nous avons des opérateurs extérieurs. Essayez de trouver une bonne politique. Si je veux prendre les secteurs bancaires, il y a une très grande communauté ici, la communauté chinoise, qui opère même dans les secteurs de vente au détail, Oui. mais au contact direct du panier de la ménagère. Ils sont là. Malgré leur effectif, est-ce que vous les rencontrez dans les banques? Là, c'est une grande question. Là, c'est une grande question. Si elles ne vont pas dans le banque, elles ont d'autres voies. Le siphonnage. Le siphonnage. Les siphonnages monétaires des devises dont j'ai parlé. Autant avec l'autre communauté, la communauté indienne, qui sont en train de saupoudrer les supermarchés. C'est question que tous ces gens soient mis à l'ordre. Ça, c'est une chose. Que l'on essaie de démocratiser l'accès au financement bancaire, qu'on accélère l'inclusion financière de petites et moyennes entreprises. Mais il faudra des banques de développement avec... Et effectivement, nous avions eu les banques, la deuxième classe des banques qui avait intervenu dans ces pays avec... les petites banques qui ont intervenu, qui sont arrivées ici pour relancer les petits commerces, mais ils sont arrivés avec des conditions exclusives. Et la Banque nationale n'a pas réussi à les mettre en ordre. Ils ont évoqué leur coût d'exploitation. Leur coût d'exploitation et leur sécurité. Il y a aussi la culture bancaire, donc la débancarisation de la culture des affaires congolaises. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Et la refiscalisation de notre économie. La refiscalisation. Et alors la production, la diversification de l'économie ne peuvent pas... Oui, nous y allons. Nous y allons. Et cela est en cours. La diversification de l'économie et l'amélioration de la chaîne de la valeur. L'industrialisation. La diversification de l'économie et l'industrialisation de l'économie. Il faut une revanche du sol sur le sous-sol aussi, puisqu'on dit l'agriculture, c'est la base aussi. La diversification entre dans ce sens-là. Vous savez que le Katanga était toujours rouge, minier. Mais pendant la période de Mobutu, on est arrivé à dévoiler la face verte du Katanga avec tout le nord Chaba, le nord Katanga. Le Kivu était toujours vert, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le Kivu est minier. Il y a maintenant une très forte compétition entre les deux. Entre le vert et le rouge dans le Kivu. Il y a la sécurité aussi. Il y a une forte compétition entre les deux. Monsieur Hibert Mpunga, ça a été vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission invité de l'Écho. Je rappelle que vous êtes chroniqueur économique et politique, mais aussi consultant international. Mes fidèles téléspectateurs, c'était un réel plaisir pour nous de vous présenter cette émission qui s'est intéressée sur la stabilité de l'économie congolaise. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.